Oral de français, baccalauréat littéraire. Antiquité. 1. Platon. Apologie de Socrate. Criton, Phédon. XVIIe siècle. 2. Descartes. Les méditations métaphysiques. Seconde méditation. 3. Molière. Don Juan. Acte 4, scène 7. 4. Racine. Bérénice. Acte 4, scène 5. 5. Racine. Phèdre. 6. Madame de Lafayette. La princesse de Clèves. Le renoncement définitif. 18e siècle. Sade. Justine ou les infortunes de la vertu. 9. Montesquieu. Les lettres persanes. Comment peut être persan? 10. Voltaire. Le siècle de Louis XIV. 11. Diderot. Salon de 1761. 12. Rousseau. Discours sur l'origine des inégalités parmi les hommes. Naissance de la propriété. 13. L'Assemblée nationale. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. 19e. 14. Balzac, le père Glorieux. La pension Vauquer. 15. Balzac. Le lys dans la vallée. 16. Stendhal. Le rouge et le noir. Julien tire sur Madame de Rênal. 17. Baudelaire. L'Albatros. 18. Flaubert. Madame Bovary. Une jeune fille romanesque. 19. Zola, la débâcle. 20. Verlaine, les loups. 21. Hugo, Hernani. Acte 3, scène 7. Anouilh. 20e. 22. Malraux, l'espoir. 23. Robe grillée, le nouveau roman. 24. Sartre, les mots, MOTS. 25. Tournier, Vendredi ou les limbes du Pacifique, l'explosion. 26. Duras, Moderato cantabile. 27. Duras, l'après-midi de Monsieur Andesmas. Et enfin, 28. Bruna Marco, les chevaux. Madame de Lafayette, la princesse de Clèves, le renoncement définitif. Cette vue si longue et si prochaine de la mort fit paraître à Madame de Clèves les choses de cette vie, de cet œil si différent dont on les voit dans la santé. La nécessité de mourir, dont elle se voit si proche, l'accoutuma à se détacher de toute chose, et la longueur de sa maladie lui en fit une habitude. Lorsqu'elle revint de cet état, elle trouva néanmoins M. de Nemours, n'était pas effacé de son cœur, mais elle appela à son secours, pour se défendre contre lui, toutes les raisons qu'elle croyait avoir pour ne l'épouser jamais. Il se passa un assez grand combat en elle-même. Enfin, elle surmonta les restes de cette passion qui était affaiblie par les sentiments que sa maladie lui avait donnés. La pensée de la mort lui avait reproché la mémoire de M. de Clèves.
Ce souvenir, qui s'accrochait avec son devoir, s'imprima fortement dans son cœur. Les passions et les engagements du monde lui parurent tels qu'ils paraissaient aux personnes qui ont des vues plus grandes et plus éloignées. Sa santé, qui demeura considérablement affaiblie, lui aida à conserver ses sentiments. Mais, comme elle connaissait ce qui peuvent les occasions sur les résolutions les plus sages, elle ne voulut pas s'exposer à détruire les siennes, ni revenir dans des lieux où était ce qu'elle avait aimé. Elle se retira sur le prétexte de changer d'air, dans une maison religieuse, sans faire paraître un dessein arrêté de renoncer à la cour. À la première nouvelle qu'eut M. de Nemours, il sentit le poids de cette retraite, et il en vit l'importance. Il crut, dans ce moment, qu'il n'avait plus rien à espérer. La perte de ses espérances ne l'empêcha pas de se mettre tout en usage pour revenir Madame de Clèves. Il fit écrire la reine, il fit écrire le vidame, il y fit aller, mais tout fut inutile. Le vidame la vit, elle ne lui dit point qu'elle eût pris des résolutions. Il jugea néanmoins qu'elle ne reviendrait jamais. Enfin, M. de Nemours y alla lui-même, sur le prétexte d'aller à des bains. Elle fut extrêmement troublée et surprise d'apprendre sa venue. Elle lui fit dire par une personne de mérite qu'elle aimait et qu'elle avait alors auprès d'elle, qu'elle le priait de ne pas trouver étrange si elle ne s'exposait point au péril de le voir et de détruire par sa présence des sentiments qu'elle devait conserver, qu'elle voulait bien sûr qu'il ait trouvé que son devoir et son repos s'opposaient au penchant qu'elle avait d'être à lui. Les autres choses du monde lui avaient paru si indifférentes qu'elle y avait renoncé pour jamais, qu'elle ne pensait plus que celle de l'autre vie, et qu'il lui restait aucun sentiment que le désir de le voir dans les mêmes dispositions où elle était. M. de Nemours pensa expier de douleur en présence de celle qui lui parlait. Il la pria 20 fois de retourner à Madame de Clèves, afin de lui faire en sorte qu'il la vît. Mais cette personne lui dit que Madame de Clèves lui avait non seulement défendu de lui aller redire autre chose de sa part, mais même de lui rendre compte de leur conversation. Il fallut enfin que ce prince repartît, aussi accablé de douleur qu'on le pouvait être un homme qui perdait toutes sortes d'espérances de revoir jamais une personne qu'il aimait d'une passion la plus violente, la plus naturelle et la mieux fondée qu'il ait jamais été. Néanmoins, il ne se rebuta point nature encore, et il fit tout ce qu'il put imaginer de capable de le faire changer de dessein. Enfin, des années entières s'étant passées, le temps et l'absence retentirent sa douleur et sa passion. Madame de Clèves vécut d'une sorte qui ne laissa pas d'apparence qu'elle pût jamais revenir. Elle passait une partie de l'année dans cette maison religieuse, et l'autre chez elle, mais dans une retraite et dans des occupations plus saintes que celles des couvents les plus austères. Et sa vie, qui fut assez courte, laissa des exemples de vertu inimitables. Sade, Justine ou les infortunes de la vertu. Le triomphe de la philosophie serait de jeter du jour sur l'obscurité des voies de la providence, se sert
pour parvenir aux fins qu'elle se propose sur l'homme et de tracer d'après cela quelques plans de conduite qui puissent faire connaître à ce malheureux individu bipède, perpétuellement ballotté par les caprices de cet être qui, dit-on, le dirige aussi despotiquement, qui, dis-je, put lui faire entendre la manière dont il faut qu'il interprète les décrets de cette providence sur lui, la route qu'il faut qu'il tienne pour prévenir les caprices bizarres de cette fatalité à laquelle on donne 20 noms différents, sans être encore parvenu à le définir. Car si partant de nos conventions sociales et ne s'écartant jamais de cette vénération qu'on nous inculqua, pour qu'elle, dès l'enfance, il vint malheureusement à arriver que par la perversité des autres, quel que soit le bien qu'on pratique, nous n'ayons pourtant jamais rencontré que des épines, lorsque les méchants ne cueillent que des roses, des gens privés d'un fond de vertu assez constaté pour se mettre au-dessus des réflexions fournies par ces tristes circonstances. Ne calculeront-ils pas alors, il vaut mieux s'abandonner au torrent que d'y résister? Ne diront-ils pas que la vertu, telle belle qu'elle soit, quand malheureusement elle devint trop faible pour lutter contre le vice, devient le plus mauvais parti qu'on put prendre, et que dans un siècle entièrement corrompu, le plus sûr est de faire comme les autres, un peu plus instruits, si l'on veut, en abusant des lumières qu'ils ont acquises? Ne diront-on pas assez que l'ange Gérald de Zadig, qu'il n'y a aucun mal dont il ne naisse un bien? N'ajouteront-ils pas cela de même que puisqu'il y a dans la contribution imparfaite de notre mauvais monde une somme de maux égale à celle du bien, il est essentiel pour le maintien de l'équilibre qu'il y ait autant de bons que de méchants, et que d'après cela, il devient égal au plan général que tel ou tel soit bon ou méchant de préférence, que si le malheur persécute la vertu et que la prospérité accompagne presque toujours le vice, la chose étant égale au vu de la nature, il vaut infiniment mieux prendre parti parmi les méchants qui prospèrent que parmi les vertueux qui périssent. Il est donc essentiel de prévenir ces sophismes dangereux de la philosophie, essentiel de faire voir que les exemples de la vertu malheureuse présentés à une âme corrompue dans laquelle il reste encore pourtant quelques bons principes peuvent ramener cette âme au bien tout aussi sûrement que s'il lui eût offert dans cette roue des vertus vers les palmes les plus brillantes et les plus flatteuses récompenses. Il est cruel sans doute d'avoir à peindre une foule de malheurs accablants, la femme douce et sensible qui respecte le mieux la vertu, et d'autre part la plus brillante fortune chez celle qui la méprise toute sa vie. Mais s'il n'est cependant un bien de l'esquisse de ces tableaux, quelque rigoureux et quelque cynique qu'ils soient, aura-t-on à se reprocher de les avoir offerts au public? Pourra-t-on former quelque remords d'avoir établi un fait, d'où il résultera pour le lecteur qui lit avec fruit la leçon si philosophique de la soumission aux ordres de la Providence, du développement d'une partie de ses plus secrètes énigmes et l'avertissement fatal que c'est souvent pour nous ramener à nos devoirs que sa main frappe à côté de nous, les êtres qui paraissent même avoir le mieux rempli les leurs. Tels sont les sentiments qui nous mettent la plume à la main, et c'est en considération de leur bonne foi que nous demandons à nos lecteurs un peu d'attention mêlée d'intérêt pour les infortunes de la triste
et misérable Justine, dont nous allons lui faire part. Madame la comtesse de Lorsange était de ces prêtresses de Vénus, dont la fortune est l'ouvrage d'une figure enchanteresse, de beaucoup d'inconduite et de fourberie, et dont les titres quelque pompeux qui soient ne se trouvent que dans les archives de Cythère, forgées par l'impertinence qui la prend et soutenues par la sotte crédulité qui les donne. Brune, fort vive, une belle taille, des yeux noirs, une expression prodigieuse de l'esprit, et cette incrédulité de mode qui prétend un sel de plus aux passions, fait rechercher avec bien plus de soin aujourd'hui la femme en qui la soupçonne. Elle avait reçu la plus brillante éducation possible, fille d'un très gros commerçant de la rue Saint-Honoré. Elle avait été élevée avec une sœur plus jeune qu'elle de 3 ans dans une meilleure couvent de Paris, où jusqu'à l'âge de 15 ans, aucun conseil, aucun maître, aucun bon livre, aucun talon ne lui avait été refusé. À cette époque fatale, pour la vertu d'une jeune fille, tout lui manqua d'un seul jour. Une banqueroute affreuse précipita son père dans une situation si cruelle que tout ce qu'il put faire pour échapper au sort le plus sinistre fut de passer promptement en Angleterre, laissant ses filles à sa femme, qui mourut de chagrin 8 jours après le départ de son mari, qui périt lui-même en traversant le canal de la Manche. 1 ou 2 parents qui restaient au plus délibérèrent sur ce qu'elle ferait des filles, et la parfaite de son montant à environ 100 écus chacune. La résolution fut de leur ouvrir la porte et de leur donner ce qui leur revenait, et de les rendre maîtresses de leur action. Madame de Lorsange, qui se nommait alors Juliette, et dont le caractère et l'esprit étaient à fort peu de choses, très aussi formée à l'âge de 30 ans, époque où était lors de l'anecdote que nous racontons, ne parut sensible qu'au plaisir d'être libre, sans réfléchir un instant au cruel revers qui brisait ses chaînes. Pour Justine, sa sœur, venant d'atteindre sa 12e année, d'un caractère sombre et mélancolique, douée d'une tendresse, d'une sensibilité surprenante, n'ayant eu lieu de l'art et de la finesse de sa sœur qu'une ingénuité, une candeur, une bonne foi qui devait la faire tomber. Un petit remerciement à Témoignages et Patrimoine, Salon de Provence, vidéo documentaire, qui permet de faire des DVD concernant un métier, une passion ou un événement lié notamment au patrimoine de la Provence. Images, témoignages et patrimoine. Un remerciement particulier aussi à Art, Communication, Esprit, vidéo documentaire qui travaille de concert avec Témoignages et Patrimoine et qui permet la diffusion sur Internet de ces vidéos. Art, Communication, Esprit 13300. Vous retrouverez les vidéos de Marco, Art comme ESP, Art, les 3 premières lettres d'Art, comme les 3 premières lettres de Communication, ESP, les 3 premières lettres d'Esprit, accolées à mon prénom, Marco, puisque je suis Marco Bruna. Marco, Art comme ESP, et vous retrouvez toutes les vidéos sur YouTube. Ainsi, vous trouvez aussi les vidéos sur Dailymotion avec Art comme ESP, 3 premières lettres d'Art, 3 premières lettres de Communication et 3 premières lettres d'Esprit sur Dailymotion. Voilà, et pour terminer, peut-être un petit mémo technique pour ceux qui vont passer leur baccalauréat prochainement. De français, bac blanc.
XVIe siècle, Ronsard, Rabelais, entre autres. N'oublions pas que Rabelais disait qu'on avait 500 ans de retard par rapport à une éducation idéale. Une tête bien pleine, alors qu'il faudrait une tête bien faite. Rabelais. XVIIe siècle, D, C, P, M. D, Descartes. C, Corneille. P, Pascal. M, Molière. XVIIIe siècle, Montvol, Diroux. Montesquieu. Vol, Voltaire. Diderot. Rousseau et les encyclopédistes. XIXe siècle, Victor Hugo. Daudet. Alfred de Musset. Stendhal. Balzac. Zola. XXe siècle, Michel Tournier. Le nouveau roman, Alain Robbe-Grillet, Nathalie Sarraute, etc. Malraux, Camus, bien entendu, et bien d'autres encore. Soyez tranquilles dans vos vies littéraires et appréciez à leur juste valeur ce que l'écriture littéraire nous transmet. Merci de votre écoute, bon visionnage, à bientôt. Merci.